Bonjour, donc aujourd'hui on parlera du module 5 qui traitera des défis de la mise en œuvre du Nexus et des questions émergentes. Le contenu de cette présentation s'articulera autour de 6 points: les objectifs, les défis de l'approche Nexus, le résumé des études cas Nexus en Afrique, les solutions pour répondre à chacun des défis identifiés, l'impact de la COVID et les principaux résultats. Introduction. L'agenda 2063 est un ensemble d'initiatives proposées et actuellement mises en œuvre par l'Union africaine. Il a été adopté le 31 janvier 2015 lors de la 24e Assemblée ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Les objectifs déclarés de l'agenda sont le développement économique, l'intégration politique, l'amélioration de la démocratie et de la justice, l'instauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'identité culturelle et des idéaux panafricains, l'égalité des sexes et l'indépendance politique vis-à-vis des puissances étrangères. La pandémie de la COVID-19 est apparue à un moment où les perspectives étaient favorables pour de nombreux pays africains. Au début de l'année 2020, l'Afrique était bien placée pour poursuivre son développement économique qui devrait passer de 2,9% en 2019 à une croissance de 3,2% en 2020 pour atteindre 3,5% en 2021. Des progrès significatifs enregistrés dans la réduction de la pauvreté et des indicateurs de santé. Le premier cas de COVID sur le continent africain a été signalé le 14 février 2020. Au 13 mai 2020, des cas ont été signalés dans les 54 pays africains. Au 18 mai 2020, le virus a infecté 4,6 millions de personnes et fait plus de 300 000 victimes dans le monde. À la même date, les chiffres correspondants pour l'Afrique étaient de 84 183 cas et de 2 739 décès. La plupart des pays africains ont réagi rapidement en imposant des quarantaines, des lockdowns et des fermetures de frontières. Ce cours couvrira les principaux défis rencontrés par les pays dans la mise en œuvre de l'approche Nexus, les orientations sur la manière de relever chacun des défis, les conséquences négatives de la pandémie de la COVID-19 et l'impact sur les progrès vers les ODD et l'agenda 2063. Objectif: mettre en évidence les défis auxquels les pays sont confrontés dans la mise en œuvre de l'approche Nexus, fournir des conseils sur la façon de relever chacun des défis identifiés ci-dessous, faire connaître les conséquences négatives de la COVID dans certains pays. Les défis de l'approche Nexus. Les problèmes les plus fréquents identifiés sont les suivants: l'appui budgétaire et le financement fragmenté, la volonté politique et division entre les acteurs, la faiblesse des institutions, faible communication et coordination, absence d'approche pan-gouvernementale, manque d'orientation stratégique et ou de planification stratégique et de capacité humaine, dette et manque de gestion de risques financiers, leadership engagé et responsabilité définie, manque de soutien de la société civile du secteur privé. Van Danden, en 2020, a écrit que le succès des ODD dépend de la résolution du défi du Nexus. Le succès du Nexus dépend largement du développement socio-économique et de l'autonomisation au niveau local, et la localisation implique un passage de l'extérieur et de l'international au national et au local. La localisation ne doit pas être poursuivie dans une alternative bon marché à une solution rapide au développement. Si elle est prise au sérieux, cette innovation peut s'avérer plus coûteuse au départ, mais elle vaut le coût d'opportunité pour promouvoir l'autonomisation et l'efficacité locale. Les principaux défis sont l'appui budgétaire. Pour de nombreux pays africains, l'aide extérieure au développement représente une part importante des dépenses publiques.
Par conséquent, la manière dont les flux d'aide sont gérés est un facteur important qui affecte la qualité des politiques et des processus budgétaires en Afrique. La volonté politique. La volonté politique est au service du développement de l'économie. La volonté politique est l'incitation à donner suite aux engagements pris et aux lois, a déclaré Jennifer Cook, directrice du programme Afrique au Center for Strategic and International Studies à Washington. Conflits. Bon nombre de conflits actuels sont motivés par des perspectives de pouvoir politique ou de gains financiers. Les groupes armés luttant pour acquérir de précieuses ressources militaires, minérales, affirmer leur idéologie ou régler leurs griefs. Instabilité et insécurité. 16 pays africains sont en proie de conflits armés prolongés. Si chacun résulte des circonstances qui lui sont proches, quelques raisons s'imposent. La première étant le rôle de la gouvernance. Je pense que ces questions d'instabilité et de sécurité sont d'actualité maintenant avec ce qu'on observe depuis une semaine en Guinée et depuis quelques mois au Mali avec les changements de régime par des coups de force. Inégalités sociales et économiques. 7 des 10 pays les plus inégalitaires du monde sont situés en Afrique et principalement en Afrique australe. Résumé des études de cas Nexus en Afrique. Premier cas, Somalie. La gouvernance locale et la nécessité du triple Nexus. Medellina et Al 2019. Le passage d'une forte dépendance à l'aide humanitaire à une approche Nexus est nécessaire pour parvenir à une solution durable. Le défi est le lien entre l'aide humanitaire à court terme et la coopération au développement à plus long terme. Les approches Nexus ne peuvent être mises en œuvre de haut en bas et la localisation du Nexus peut dynamiser des concepts politiques autrement abstraits. Les efforts de soutien international vont au-delà de l'État pour relancer le développement local et la fourniture des services de base. L'absence de consensus implique la recherche d'un règlement politique avec des compromis entre les partis, ce qui implique de pacifier l'élite politique tout en poursuivant la construction de l'État. La consolidation de la paix peut être le maillon le plus faible du triplien, la sécurité et la stabilisation prédominante, alors que la consolidation de la paix est ascendante, orientée vers le social et le relationnel, bien qu'elle soit de plus en plus associée à des interventions de sécurité. Coordonner les interventions sectorielles pour renforcer les acquis. Deuxième étude de cas, le Mali, l'échec de la mise en œuvre d'une approche intégrée ascendance. L'approche Nexus a lamentablement échoué au Mali. Malgré les tentatives de l'ONU, de l'Union européenne et de la CEDEAO pour mettre en œuvre le Nexus, elles ont identifié 3 problèmes majeurs. L'absence d'une vision à long terme qui soutient le gouvernement du Mali dans la fourniture des services de sécurité, la priorité donnée à la sécurité pour la consolidation de la paix à long terme, en particulier par les acteurs, et l'exclusion des acteurs locaux dans le processus de planification et de mise en œuvre par les acteurs internationaux. Tong et ses collègues ont trouvé que ce Nexus a échoué parce qu'il s'est concentré sur la sécurité de manière disproportionnée. Il existe une relation difficile entre les acteurs humanitaires internationaux et leurs homologues locaux, souvent imputée à un manque de sensibilisation culturelle ou de sensibilité politique et à une relation de pouvoir asymétrique soutenue sans promouvoir l'autonomisation locale. Leçon à tirer. Il faut être prudent quant à l'hypothèse selon laquelle le démantèlement des silos bureaucratiques peut rendre plus efficaces des activités altruistes distinctes mais compatibles. En soutenant plutôt les acteurs spécifiques à un domaine,
devraient s'interroger davantage sur les objectifs de leurs propres aspirations professionnelles. La situation malienne ne présente pas une mise en œuvre correcte de l'approche Nexus, puisque les piliers n'étaient pas liés à une approche Nexus authentique et fondée sur des principes. Cas du Sud-Soudan, localisation et le Nexus dans le Nexus. L'accent potentiel mis sur le leadership local et le développement des systèmes nationaux et locaux pour fournir de manière responsable les services sociaux essentiels offre l'opportunité de réponses plus durables, appropriées et transformatrices. Dans le secteur humanitaire, il existe de nombreux moteurs vers la localisation. Le système international dirigé par le Nord, qui a peur du risque, ignore les valeurs des connaissances locales et exclut l'appropriation locale et nationale. Il est important de noter que la nationalisation n'est pas synonyme de localisation. Dans une typologie rigoureuse des acteurs locaux, est prescrit comme essentiel pour distinguer les groupes de femmes, les associations religieuses ou les autorités traditionnelles basées dans la communauté d'une part, et les organisations de la société civile formalisées basées sur le capital d'autre part. De Wolf consacre leur étude au triple lien sur la localisation et les acteurs locaux de la foi et propose que leur inclusion soit essentielle en gardant à l'esprit que 80% de la population mondiale a une certaine orientation religieuse et à la lumière de l'exclusion des FBA, acteurs de la foi. Les leaders religieux sont souvent considérés comme les seuls détenteurs de la crédibilité et de la reconnaissance qui peuvent être utilisés à la fois pour faire pression sur la communauté internationale et pour négocier la paix entre les communautés ethniques rivales en guerre. Deux exemples positifs de mise en œuvre du Nexus. Premièrement, le Caritas Sud-Soudan a fourni une réponse humanitaire, un renforcement des capacités et des programmes de développement, tout en soutenant des initiatives de consolidation de paix, telles que les émissions de consolidation de paix sur les stations de radio. Deuxièmement, le Danish Church Aid et ses partenaires mettent en œuvre le projet Generating Sustainable Livelihood and Leadership for Peace, qui comprend des résultats interdépendants à long terme, notamment des moyens de substance résilients et la sécurité alimentaire, la cohésion sociale et la résolution pacifique des conflits. Les ONG sont souvent critiquées pour la mise en œuvre des projets à court terme sans impact définissable, laissant des artefacts de projets inachevés lorsqu'elles se retirent au détriment de la communauté locale. Solutions pour relever chacun des défis identifiés. Les actions doivent être communiquées, intégrées et coordonnées tout en respectant les rôles et les identités distinctes des parties prenantes. Un financement flexible et une programmation adaptative permet une réactivité plus dynamique et appropriée en favorisant les cycles d'apprentissage rapide et une gestion malléable. Une typologie rigoureuse des acteurs locaux est prescrite comme essentielle pour distinguer les groupes de femmes communautaires, les associations religieuses et les autorités traditionnelles d'une part, et les organisations de la société civile formalisée basée sur le capital d'autre part. Les acteurs religieux locaux travaillant sur l'ensemble des piliers ont contribué à minimiser la fragmentation interne et à garantir la paix, conformément au processus de paix de l'IGAD, en menant des campagnes de sensibilisation et de communication, en consolidant la paix au niveau communautaire et en favorisant une approche de la paix de personne à personne. Baraka et Milton reconnaissent que pour réaliser son potentiel, il faudra non seulement un transfert imminent de ressources vers les acteurs locaux, mais aussi une approche beaucoup plus durable et à long terme pour nourrir les capacités locales. De Wolf et Wilkinson proposent une grande reconnaissance du rôle et de la valeur des AGL avec un renforcement des relations et des réseaux pourrait profiter énormément aux tripliens. L'impact de la COVID.
quelques questions ont été posées aux différents acteurs par rapport à l'impact de la COVID. Et une des premières questions a été, à votre avis, dans votre pays, quel a été l'effet de la COVID? De manière générale, lorsqu'on regarde le graphe, on voit que la plupart des acteurs ont signifié que la COVID a eu un impact limité, un impact négatif limité, c'est la barre orange. Ensuite, le deuxième élément qui vient, c'est que le COVID n'a pas eu d'impact, n'a pas eu d'effet, c'est la barre grise. Et dans le troisième niveau, c'est un effet négatif assez important, c'est la barre bleue. Les effets positifs limités et largement positifs sont assez mineurs. Le deuxième jeu de questions qui a été posé, c'est de savoir quel était le plus grand défi, le plus grand effet largement positif. Et là, les répondants de l'enquête ont signifié d'abord le développement, les droits de l'homme, les questions humanitaires, les interrelations, la paix et la gouvernance. Quand on leur demandait quelle est la plus grande réponse du sans-effet, les réponses étaient la paix, la gouvernance, le développement, les interrelations, les questions humanitaires, les droits de l'homme. Pour la question relative au plus grand effet négatif limité, ils ont parlé des interrelations, des questions humanitaires, gouvernance, droits de l'homme, paix et développement. Et en termes d'effets positifs limités, par ordre d'importance, gouvernance, interrelations, questions humanitaires, paix, droits de l'homme, développement. Et finalement, quel est l'effet largement positif? Ils ont signifié que les questions humanitaires ont été classées au-dessus des autres domaines qui ont tous obtenu une réponse. En termes de recommandations, le premier cas sur lequel on se base est le Rwanda, qui a fait beaucoup de progrès. Et donc, en termes de recommandations, ce que le Rwanda a fait, le Rwanda a accru l'autosuffisance en matière de culture vivrière, a modernisé la production agricole, a augmenté la valeur ajoutée dans les produits agricoles. C'est un peu toutes les questions relatives à la chaîne de valeur. Le Rwanda a aussi augmenté la capacité de transformation alimentaire du pays. Ensuite, le Rwanda a soutenu le secteur manufacturier pour un meilleur accès aux matières premières à faible coût. Il a aussi mieux aligné les programmes de l'EFTP sur les exigences du marché du travail et il a fait la promotion et l'amélioration des compétences technologiques et l'innovation grâce aux technologies de l'information. Le cas de l'Angola, maintenant, en termes de recommandations, ce que l'Angola a fait, accroître l'autosuffisance en matière de culture ouvrière, moderniser la production agricole, augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles, améliorer les compétences des personnes et repenser à l'organisation, mettre l'accent sur les clients, déploiement des outils et techniques numériques, promouvoir et renforcer les compétences technologiques et l'innovation par des programmes d'éducation et de formation, mieux aligner les programmes de l'EFTP afin d'améliorer les capacités humaines et mieux répondre aux exigences du marché du travail, créer des processus de chaîne d'approvisionnement efficaces et agiles, reformation et réaffectation du personnel pour développer les compétences nécessaires au nouveau rôle opérationnel, réorienter le plan de développement vers les activités à forte intensité de main-d'œuvre. En termes de principales conclusions, l'analyse des écarts a relevé que le soutien budgétaire et le financement fragmenté, suivi conjointement par la volonté politique et les divisions entre les acteurs, puis la faiblesse des institutions constituent des défis majeurs. Les participants ont lancé un appel pressant en faveur d'une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive, suivie d'une Afrique de bonne gouvernance, puis conjointement d'une Afrique pacifique et sûre, et enfin d'une Afrique dont le développement est piloté par les populations. Le principal obstacle à la fois pour l'Afrique que nous voulons et pour les ODD est le conflit, l'instabilité et l'insécurité, suivi cumulativement par des inégalités sociales et économiques et les défis politiques. La concordance de ces défis confirme l'ampleur de la tâche à accomplir et la nécessité d'adopter une approche novatrice.
La COVID-19 a été identifiée comme un défi majeur pour faire progresser les liens entre les OMD. Merci pour votre attention. Et allô? Allô, papa?